Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Racine, a été réalisée le 16 juillet 2021. La racine du problème. Quand on est confronté à un conflit, un problème ou un traumatisme, dans les thérapies, tant en psychologie qu'en approche holistique, on dit souvent qu'il faut remonter à la racine du problème. Pourquoi ? Quand on considère un arbre comme un tout vivant, on comprend que les racines font partie intégrante de l'être. Cependant, ceux qui vivent à la surface peuvent observer depuis la base du tronc jusqu'à la cime de l'arbre, là où se trouvent les branches, les fleurs, les feuilles et les fruits, qui, dans ce cas précis, sont généralement utiles aux humains. Ainsi, on constate que les racines sont cachées aux yeux d'une personne, ce qui en fait la partie inconnue. Si l'on considère que tout ce qui se trouve dans la partie supérieure correspond à ce que l'on voit et recherche dans la vie, lorsque l'on rencontre des problèmes avec les fruits ou que les branches se dessèchent, il faut généralement, chez une plante, chercher d'où vient ce conflit. Et celui-ci provient généralement des racines. Parce que les nutriments viennent de là. C'est exact. La racine est la première chose que toute plante génère lorsqu'elle germe à partir d'une graine. La racine est le premier organe d'une plante qui s'étend pour remplir deux fonctions principales. L'ancrage dans le sol, qui sert d'axe à la plante et de soutien pour la maintenir fermement en place. Et d'autre part, l'absorption des nutriments du sol, des minéraux, des sels et de l'eau, nécessaires à la photosynthèse. Dans le premier cas, la racine pivotante commence à s'enfoncer aussi profondément que possible pour contrebalancer le poids de la plante ou de l'arbre qui pousse vers le haut. À partir de celle-ci, des branches secondaires se développent latéralement à l'instar des branches et de celles-ci émergent les racines adventives qui s'agrippent à chaque rocher enlaçant le sol. Il est ainsi impossible de déplacer la plante qui reste solidement ancrée à sa place. Dans le second cas, chaque racine, en particulier les racines adventives, possède des poils absorbants qui agissent comme une éponge, puisant l'eau du sol et entraînant avec elle les sels et minéraux du sol, tels que le fer, l'azote, le zinc, le potassium, entre autres. Ces éléments inorganiques sont acheminés vers le haut par la sève brute, qui les distribue à travers les branches jusqu'aux feuilles, où, grâce à la photosynthèse, ils pourront se transformer en éléments organiques qui serviront de nourriture et d'énergie à la plante. Les racines s'étendent généralement en profondeur afin de trouver des réserves d'eau constantes, telles que des nappes phréatiques, des lagunes souterraines ou des rivières souterraines, et ainsi, malgré les périodes de sécheresse, pouvoir continuer à vivre. Et je crois avoir entendu dire qu'ils boivent beaucoup d'eau. Un arbre de taille moyenne à grande peut consommer jusqu'à environ 350 litres par jour, une quantité qui diminue en fonction de sa taille. Plus il y a de l'eau, plus l'arbre est grand. Mais s'ils boivent autant d'eau, pourquoi sont-ils secs à l'intérieur et ne ressemblent-ils pas à un cactus ? Parce qu'ils libèrent dans l'atmosphère sous forme de vapeur tout ce qu'ils absorbent. Les arbres transpirent, générant des litres et des litres de vapeur d'eau par jour, qui sont libérés dans l'atmosphère en se condensant dans l'air froid. Cette vapeur commence à se transformer en nuages, puis en pluie. Comment ça ? Tu veux dire que les nuages et la pluie, c'est grâce aux arbres ? Une grande partie des pluies et des orages est générée par l'évaporation des océans et des lacs, mais une autre part considérable est produite par les arbres.
C'est pourquoi il pleut généralement davantage et l'air est plus humide dans les forêts et les zones boisées. Plus on plante d'arbres, plus le climat sera frais. C'est pour ça que la déforestation est si néfaste. Et c'est pour ça que l'abattage des arbres accentue le réchauffement climatique. Essentiellement parce que le refroidissement et l'humidification de la planète sont régulés par les plantes, grâce aux grands arbres qui absorbent des tonnes d'eau en un an et la libèrent dans l'atmosphère. Cela contribue également à limiter les inondations, car la quantité d'eau que de nombreux arbres absorbent ensemble chaque jour empêche les grandes inondations, qui ne peuvent être filtrées par un sol dur et sec. Les racines creusent de profonds trous qui permettent à l'eau de s'écouler vers les cavités souterraines tout en absorbant elle-même des litres et des litres d'eau. Mais au-delà de ces qualités, les racines ont également une autre fonction, Laquelle? la communication. Elles s'étendent à travers le territoire en entrant en contact avec les racines d'autres arbres, surtout de la même espèce. Ainsi, elles échangent des minéraux, comme si elles se tenaient la main, tout en se soutenant mutuellement. De cette manière, elles peuvent émettre des signaux qui permettent à chaque arbre de savoir si quelque chose ne va pas. Si l'un des arbres ou l'une des plantes tombe malade ou est attaqué, cette information est transmise à tous les autres, qui commencent à constituer des réserves au cas où la même chose leur arriverait. Et les plantes parlent. Et elles le font principalement par leurs racines, une forêt comme un immense réseau neuronal dans lequel chaque arbre est interconnecté aux autres, formant ainsi un grand cerveau pensant qui s'autorégule. Waouh! Ça rappelle le film Avatar, dans lequel la planète parle à travers les arbres. C'est ainsi que fonctionne ce monde, mais cela semble bien plus merveilleux tel qu'on le montre à l'écran, en mettant en avant certaines qualités de cette planète pour rendre le tout plus cinématographique. Bien sûr, évidemment. Mais tout de même, la communication est l'un des éléments clés des racines. Elle permet à chaque arbre de communiquer et relie le ciel à la terre. Alors, si les racines apportent tant de bonnes choses, pourquoi le problème se situe-t-il toujours au niveau des racines? Eh bien, comme je le disais, vous ne voyez que la partie superficielle d'un arbre, mais tous les éléments dont il a besoin pour produire ses fruits et ses fleurs proviennent de ce que les racines absorbent et envoient vers les feuilles. L'eau, les sels, les minéraux, les nutriments essentiels proviennent des racines, et ce que celles-ci puisent dans le sol constituera la matière première des fleurs et des fruits. Dans cette optique, dans un arbre généalogique, les racines sont les premiers individus qui nourriront tous les autres, les premiers êtres à prendre une direction, à accomplir une action qui déterminera la stabilité ou le déséquilibre de tout un arbre. Lorsque les fruits ne sont pas bons, lorsque certaines branches et feuilles tombent malades, c'est souvent parce que quelque chose ne parvient pas correctement depuis les racines, ce qui génère un effet domino, ou peut-être que les eaux sont polluées par un métal lourd. Et si les racines l'absorbent, alors tout l'arbre tombera malade. Il arrive parfois que le problème vienne des racines elles-mêmes, qui n'ont pas su s'ancrer correctement ou s'identifier à leur environnement. Mais dans la plupart des cas, cela est lié à l'environnement, au milieu dont elles reçoivent ces informations. Par exemple, Si dans ta vie tu as tendance à accumuler des choses, des richesses ou de la nourriture par peur de les perdre, cela peut provenir des racines de ton arbre, d'une génération qui n'avait pas de quoi manger et qui a été contrainte d'accumuler de la nourriture pour ne pas mourir de faim. Mais cela s'inscrit dans un contexte de guerre qui a traumatisé cet individu, où la pénurie a conditionné sa vie. autrement dit, bon nombre des traumatismes ou des conflits que nous portons en nous, nous les héritons de nos racines, par le biais de l'inconscient, qui nous dicte quoi faire par crainte que le même contexte ne se reproduise. Exactement. Toutes les attitudes absurdes de notre vie, les décisions que nous prenons souvent sans réfléchir, les routines incontrôlées, les besoins illogiques, les habitudes incompréhensibles,
les habitudes néfastes, ou même ces choses inoffensives, mais que nous ne parvenons pas à dépasser dans nos vies, sont des réactions inconscientes issues d'attitudes dictées par les racines générationnelles qui nous poussent à accomplir ces actions par le biais d'un mécanisme naturel qu'est la réponse. Rappelle-toi que notre cerveau est conçu pour stocker des données qui nous indiquent ce qui se passe à l'extérieur afin de créer des idées utiles au moment d'agir dans cet environnement. La réponse du système nerveux est un processus naturel qui permet de s'adapter à l'environnement et ces réponses, lorsqu'elles aboutissent à un résultat, sont enregistrées dans les cellules comme des solutions possibles face à certaines circonstances. C'est précisément pour cette raison que bon nombre de nos attitudes ne sont rien d'autre que des mécanismes de réponse qui ont fait leurs preuves par le passé et que nous réactivons aujourd'hui parce que le contexte s'y apparente. Par exemple, manger beaucoup en cas de conflit avec quelqu'un, tout comme en temps de guerre, un contexte conflictuel entre deux parties peut nous exposer à la famine, ce qui nous pousse à stocker de la nourriture. Mange tout ce que tu peux aujourd'hui, car tu ne sais pas si tu pourras manger demain. Ainsi, dans l'inconscient, face à chaque conflit, qu'il s'agisse d'une dispute familiale ou amoureuse, le besoin de manger pour remplir l'estomac ou de combler ce vide gastrique qui empêche de manger se déclenche généralement, car le corps réagit à la faim comme à une impossibilité. Oh, je comprends. Donc, d'une certaine manière, presque tous les comportements que nous adoptons sans être pleinement conscients de la raison pour laquelle nous avons décidé de le faire sont une réaction de l'inconscient. C'est exact. C'est pourquoi si tu veux résoudre le conflit, tu dois aller à la racine. Et par racine, j'entends d'où cela provient-il. Grâce à cette question, nous pouvons explorer le passé, ce qui se cache dans l'ombre, sous la pression des minéraux du sol, ce qui nous conduit au plus profond et à l'invisible, vers des lieux dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. Là-bas, peut-être, nous trouverons-nous face à un environnement contenant des minéraux corrosifs, ou du soufre, une source négative pour l'arbre, tout entier, un contexte historique de douleur, d'angoisse, d'oppression, d'ombre, qui nous aideront à comprendre nos attitudes. Aller aux racines peut nous aider à plusieurs égards. Comme quoi? Tout d'abord, mieux communiquer avec notre histoire, avec ce que nous sommes, avec l'idée que nous sommes bien plus qu'un simple individu, en améliorant la connaissance de soi et la communication avec les informations du passé qui construisent l'avenir, tout comme les racines nourrissent les fruits. D'autre part, connaître l'histoire, les racines de la famille, d'où viennent ses membres, pourquoi ils ont émigré, leur langue, leur contexte, les événements historiques qu'ils ont vécus, peut nous donner une compréhension bien plus complète de ce que nous sommes. Nous apportons stabilité et fermeté, car un arbre qui ignore son histoire n'a nulle part où s'ancrer, comme si tu supportais tout ton poids sur une ou deux racines seulement. Plus tu approfondis ta connaissance de tes racines et des lieux où elles se sont étendues, plus tu auras la force de grandir haut et fort, car tu connaîtras le soutien qui te porte. Et bien sûr, en observant ces racines, tu peux découvrir ce qui te nourrit. En découvrant les histoires de tes ancêtres, tu comprends ce qui alimente ton énergie intérieure. Et en l'identifiant, tu peux savoir comment exploiter cette information à ton avantage. Transformer la sève brute en une sagesse épurée. Mais comment faire pour connaître ces histoires? Parce que parfois, on ne peut pas remonter si loin dans l'histoire. On peut peut-être savoir ce qui est arrivé jusqu'à nos arrière-arrière-grands-parents. Mais avant ça, impossible, s'il n'y a pas d'archives. De nos jours, tu peux utiliser de nombreux moyens pour le savoir, car l'information se trouve dans tes cellules. Tu peux faire des recherches sur l'histoire de ta famille. Tu peux effectuer des tests ADN pour connaître ton parcours génétique et l'ethnie dont tu as fait partie. Tu peux également rechercher de quel pays tu viens, étudier leur histoire, découvrir les réalités vécues de manière générale sur ces territoires, ce qui peut te donner un contexte
dans lequel ta famille a pu vivre. Au-delà de cela, tu peux te pencher sur l'histoire générale de l'humanité, en sachant qu'à un moment donné, nous avons tous été liés, car il y a environ 80 000 ans, la population humaine ne dépassait pas 100 000 individus qui ont quitté l'Afrique, parmi lesquels pas plus de 5 000 ont survécu après la grande éruption volcanique qui, il y a 70 000 ans, a changé le cours de l'histoire. Nous avons tous des ancêtres communs. C'est vrai, et d'une manière ou d'une autre, nous avons tous vécu la même histoire, originelle, les mêmes racines, en Afrique et au Moyen-Orient, jusqu'à ce que les groupes se séparent pour se diriger vers l'Australie, l'Asie et l'Europe. Et pourtant, beaucoup ont continué à relier ces territoires. Comme les peuples de la mer Caspienne, les Indo-Européens, dont nous avons tant parlé. Et au-delà de l'histoire, nous pouvons aujourd'hui recourir à l'hypnose, aux régressions, aux thérapies de constellation familiale, à l'ayahuasca et à tant d'autres outils. Des milliers de conflits ont ravagé l'humanité depuis ses débuts, et tous sont présents dans les cellules humaines, cachés dans l'inconscient qui te pousse à agir quand tu le fais aujourd'hui. Le cerveau interprète cela comme un mécanisme de survie, quelque chose d'utile qui a fonctionné pour nos ancêtres. Mais peut-être que, dans une nouvelle conscience, ces mécanismes cessent d'être utiles et deviennent des obstacles. C'est pourquoi tu essaies de les éliminer. Mais si tu élimines ou nies les racines, tout l'arbre avec toi, à l'intérieur, mourra. C'est pourquoi tu ne peux pas éliminer les racines, mais tu peux les nourrir avec de l'engrais, de nouveaux minéraux, des sels, en les arrosant d'eau pure, enrichir le sol. Comment? Grâce à de nouvelles expériences, en réalisant les rêves brisés de tes ancêtres, à travers le plaisir de vivre pleinement ta vie. Mais cela ne reviendrait-il pas à vivre pour les autres? Comment puis-je vivre ma vie sans qu'elle soit pour les autres? Ta vie est celle des autres. Souviens-toi, tu fais partie de l'arbre. Tu n'en es pas séparé. Et ce que tu fais pour toi, tu le fais pour eux. Réaliser les rêves du passé, c'est parvenir à vivre pleinement le présent. Montrer que tous continuent de vivre en toi et qu'ils sont libres dans la liberté de tes décisions, en utilisant le passé comme expérience, comme conseil des anciens, mais pas comme des déterminants. Aller à la racine du problème, donc ce n'est pas couper à la racine. Quand on utilise cette expression, elle s'applique aux mauvaises herbes. Il y a des plantes qui étouffent d'autres plantes. Il y a des histoires qui nuisent à la forêt. Les arbres ne peuvent pas pousser librement si tu ne coupes pas à la racine ces mauvaises herbes. Si le problème se trouve dans ton propre arbre, tu ne pourras jamais couper le problème à la racine, car tu en subirais toi-même les conséquences. Mais s'il s'agit d'une mauvaise herbe, alors oui. Et comment puis-je distinguer une mauvaise herbe de ce qui constitue ma racine? Quand il s'agit d'histoires parallèles dont tu peux te détacher, par exemple, un couple, un pays ou une culture qui te fait du mal, couper à la racine, c'est simplement cesser d'alimenter cette force. Souviens-toi que si tu déverses tes conneries sur une mauvaise herbe, tout ce que tu fais, c'est la fertiliser, lui apporter des riches nutriments pour qu'elle pousse encore plus fort. Le meilleur moyen d'éradiquer une mauvaise herbe, c'est de ne pas lui donner d'amour, qui est l'eau, de ne pas lui accorder d'attention, qui sont les sels, de ne pas y répondre, ce sont les minéraux. C'est changer l'objet de son attention, renforcer le lien avec les autres, avec soi-même, et forcer la mauvaise herbe à disparaître. Je regardais un documentaire sur la façon dont Hitler est devenu un tyran. Et, en voyant cette histoire, on se rend compte que souvent, les mauvaises herbes poussent parce qu'on ne leur accorde pas d'importance qu'elles méritent dès le début. Il est important de nuancer cela. L'indifférence est une chose, ne pas les nourrir en est une autre. Imagine que tu as un jardin avec de belles plantes, mais que tu ne tonds jamais la pelouse, que tu n'entretiens jamais les sillons. Cette même pelouse, qui servait auparavant de coussin, se durcit en poussant et finit par engloutir les plantes. Face à ton indifférence soudain, l'herbe aura tellement poussé
qu'elle recouvrira tout, étouffant et tuant les autres végétaux. C'est ça l'indifférence. Mais ne pas l'entretenir, c'est très différent, car la logique ici est de renforcer les plantes, de ne nourrir qu'elles, de les arroser chaque jour et de nettoyer les sillons. Il ne sera pas nécessaire d'arracher l'herbe par la racine, mais tu l'auras affaiblie en renforçant les autres, et tu l'auras laissée à sa place. Aujourd'hui, le fascisme renaît dans le monde. De nouvelles vagues déferlent dans plusieurs pays. C'est pourquoi il est fondamental de connaître les racines, car plus il y aura de personnes conscientes de leur origine, moins il y aura de mauvaises herbes, puisque les fascismes naissent de l'ignorance et de la méconnaissance. La haine entre les ethnies, les nations et les familles. Tout revient au même, en fin de compte. Manque d'oxygène, manque d'attention, porté au passé, manque de nutriments, d'amour et de reconnaissance. Remonter aux racines nous rend plus forts. On vous a amené à considérer l'avenir comme une échappatoire aux crises du monde. Mais les arbres ne grandissent en hauteur que grâce à la force et à la profondeur de leurs racines. Je cherche, je les connais et j'honore mes racines, car Ainsi votre passé construira votre avenir. Et en connaissant le chemin que tu as parcouru, tu découvriras les attitudes que porte ton inconscient. Et grâce à cette connaissance, tu pourras en comprendre la logique et ainsi les transformer en nouvelles actions conscientes qui nourriront ton arbre et toute l'humanité et créer une nouvelle histoire. je suis la vibration de la création. Tu es la racine d'un nouvel arbre.